Bonsoir à tous et bienvenue dans Popcorn et Mauvaise Foi, une confrontation d'opinions dans la bonne humeur. Au sommaire de ce nouveau numéro, Patrizia Gattagiega est mon invitée. Poétesse, auteure, compositeur, interprète, elle fait partie de notre patrimoine. Rencontre avec cette icône nostrale, libre, Songwriters and Songwriting de Paul Zello. Entretien avec Bob Dylan, c'est Inès Moratti qui nous en parlera. Serena Talamogne a choisi d'évoquer une figure littéraire chère à notre invité, focus sur Paul Valéry. Le choix de notre libraire Marcel Petriccioli, il évoquera notamment California Dreamin' de la dessinatrice Pénélope Bagieux. Et enfin, dans le cerveau d'Inès Moratti, il y a des pop-corn, mais pas que. Ce sera le délicieux moment décalé en retrouver en fin d'émission. À mes côtés ce soir, les chroniqueurs Inès Moratti, Serena Talamogne et Marcel Petriccioli. Bonsoir à vous trois et merci d'être à mes côtés ce soir. Avant de retrouver dans un instant nos brillants esprits critiques, j'ai l'immense plaisir de recevoir Patrizia Gattagiega. Merci Patrizia d'avoir accepté cette invitation et bonsoir. Bonsoir et merci Davia. Je vous en prie Patrizia. Ah, quand même. Patrizia, est-ce que vous êtes de mauvaise foi? Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Je ne vais pas vous des dire circonstances. que je suis parfaite. Donc, de temps en temps, mais voilà. bon, j'aime pas trop la mauvaise foi. Hein. On n'aime pas la mauvaise foi, mais bon, des fois on est obligé, des fois on est un peu obligé pour se défendre. Enfin, c'est un peu une défense, c'est un moyen de défense. C'est un moyen de défense, exactement, un peu de psychologie. Alors, Patrizia Gattagiega, on va s'intéresser à la culture que vous aimez, et notamment la musique. Alors vous, évidemment, vous adorez la musique depuis toujours. Ouais. Et alors, peut-être ça va surprendre nos téléspectateurs, hein, mais vous n'écoutez pas que des padiers à la longueur de journée, mais vous privilégiez Jimi Hendrix, Lady Gaga, David Bowie. Oui, je privilégie un peu de tout, hein, parce que j'écoute beaucoup de musique, tout ce qui sort. J'aime bien me tenir informée aussi. Voilà, et c'est vrai que je n'écoute pas que des padiers, mais parfois, de temps en temps, ça m'arrive. Un petit retour. Voilà, un petit retour à l'enracinement, à la tradition. Chez Lady Gaga, par exemple, c'est quoi que vous aimez chez elle? C'est déjà sa personnalité, sa voix, son talent, et puis son répertoire. Hein. J'aime tout chez elle. Je la trouve vraiment, je trouve que c'est une belle artiste. J'ai pas encore vu le film, là. Star is Born, mais je vais y aller jeudi soir. Nous viendrons avec vous. Juste pour la bande-son. Alors, je citais à l'instant David Bowie, Lady Gaga. Ce sont des artistes où l'esthétique, la communication ont une importance cruciale, j'ai envie de dire, beaucoup de maquillage, beaucoup de mise en scène, alors que chez vous, souvent vous privilégiez les purs, c'est-à-dire qu'on peut vous retrouver juste avec une simple guitare. Est-ce que, avec le temps, vous n'auriez pas un peu envie, alors pas de vous Lady Gaga-ziser, je ne sais pas si on peut dire comme ça, hein, mais voilà, est-ce que vous aurez envie de davantage d'excentricité, un peu à la David Bowie? J'adore l'excentricité, et si j'avais les moyens, je serais très excentrique sur scène avec des musiciens. Le problème, c'est que je ne suis pas Lady Gaga et que je n'ai pas ces moyens. Donc, mais il m'arrive souvent de jouer avec de nombreux musiciens, donc basse batterie, clavier et guitare, parfois deux guitares, comme je l'ai fait au théâtre en 2016. Voilà, à partir du moment où on vous donne les moyens, bien sûr. Et puis si on n'a pas les moyens, on vit avec sa guitare et on fait ce qu'on peut. Mais Sting aussi arrive parfois avec sa guitare et c'est très beau. Tout à fait. Springsteen aussi arrive avec sa guitare et c'est très beau. Voilà, il faut pouvoir et savoir faire les deux. Quand on sait faire les deux, c'est très bien. Mais est-ce qu'avec le temps, on s'accorde, puisqu'on gagne en confiance, on a de l'expérience, est-ce que c'est peut-être moins compliqué de se laisser aller à l'excentricité que lorsqu'on débute? Moi, le temps, ça m'arrange. Plus le temps passe et plus je fais les choses de façon beaucoup plus sereine. Tout à fait. Beaucoup plus dans le plaisir. Je profite beaucoup plus. Cet instant présent. Oui, de l'instant présent. Hein. J'ai aussi travaillé beaucoup pour ça, parce que c'est vrai qu'au début de ma longue carrière dans la chanson, j'étais traqueuse, et puis le trac, il est parti petit à petit. Et puis là, vraiment, je l'oublie.
Ne perdez pas espoir, Inès Moraz. Ne perdez pas espoir. Alors, on parlait de cet instant présent, voilà, de ce trac que vous avez réussi à apprivoiser. Vous me confiez en off que la philosophie tient une place particulière dans votre vie. Elle vous sert à quoi, la philosophie? À encaisser un peu à encaisser les coups durs, à relativiser? Oui, à vivre mieux. La philosophie, c'est un art de vivre. Hein. Je crois que j'ai découvert ça, j'étais en terminale, grâce à mon professeur de philosophie, Philippe Granarolo, qui m'a fait découvrir Nietzsche. Moi, j'étais la meilleure élève en philo. Hein. Et donc, du coup, ça m'a encouragée à lire les philosophes. Et c'est vrai qu'on y trouve beaucoup de choses qui vous aident à vivre et à vivre mieux. Et j'adore Nietzsche, du coup. Alors, excellente transition, ça montre à quel point je prépare hyper bien mes interviews, puisque une question à propos de Nietzsche, Patrizia Gattagé, que vous adorez. Parmi ces citations donc, de ce philosophe existentialiste, un peu philosophe du désespoir, hein, malgré tout, laquelle vous choisiriez? Alors, 3 citations de Nietzsche. La première est extraite d'Humain, trop humain. Une âme délicate et gênée de savoir qu'on lui doit du remerciement, une âme grossière de savoir qu'elle en doit. Ou bien, voir souffrir un ennemi est la jouissance des jouissances. Ou bien, l'homme ne s'élève que par ses erreurs. L'homme ne s'élève que par ses erreurs. Et vous, notamment? Vos erreurs, elles vous servent? Ah, bien sûr, oui. Je pense qu'il faut toujours se servir de ses erreurs pour avancer. Ça sert à ça. Notez, Inès, à nouveau. On va beaucoup avancer ce soir avec moi. Merci, Patrizia. On vous retrouve, bien sûr, et vous restez avec nous. Nous retrouvons Inès Moratti qui va nous parler d'un ouvrage ce soir, Songwriting de Paul Zolo, entretien avec Bob Dylan, que Patrizia apprécie également. Non, mais moi, déjà, Patrice, ce que je voulais dire, c'est que j'ai lu votre bio. Voilà. Donc là, vous vous dites, ouais, c'est bien, tu es mignonne, mais c'est un peu ton job. Le truc, c'est qu'il faut savoir qu'en temps normal, j'aime vraiment pas faire ça, parce que les bios, c'est une expérience très gênante à lire. Alors déjà, sachez que la plupart du temps, quand on est un petit auteur et qu'on n'a pas vraiment le budget, c'est l'auteur lui-même qui doit rédiger son petit texte. Alors j'ai une idée d'activité pour vous à la maison. Relisez les bios de vos auteurs avec cette nouvelle perspective. Et alors, quand c'est une attachée de presse qui s'y colle, on n'évite pas le malaise non plus. Astuce, plus il y a de superlatifs, moins l'attaché de presse y croit. Alors, sauf que dans votre cas, Patrizia, la personne qui a dû rédiger votre bio n'a pas eu à broder. Parce que, je cite, Patrizia est poète, comédienne, auteur-compositeur, interprète, cofondatrice, entre autres, du groupe mythique Les Nouvelles Polyphonies Corses. Ok. Du coup, vous allez me dire, avec tout ça, le sujet chronique facile, tu l'as. Non, voilà, j'ai rien trouvé. Le truc, quand même, c'est que je me suis demandé ce qui nous séparait. Quel est le gouffre qui nous sépare, Patrice? Pourquoi avez-vous du talent à revendre et moi pas? Oui, j'en ai tiré les conclusions qui s'imposent. Non, mais voilà, quand même. Je me suis demandé quels sont les ressorts de la créativité. Forcément, c'est pas moi qui ai la réponse, oui. La réponse, c'est Bob, j'écris comme un dieu, Dylan, qui nous la donne dans une interview accordée à Paul Zolo. Alors, la notion qui revient sans cesse dans cet entretien, c'est celle de l'inconscient. Bon, c'est pas étonnant, Dylan, il est super profond quand même. Mais il insiste aussi sur l'importance de l'environnement dans lequel il doit composer. Pardon, Bob Dylan, avant d'écrire la Rolling Stone, ça veut dire qu'il faut qu'il aligne ses stylos par couleur. Vous allez aussi me dire que Robert a un compte Pinterest intitulé Coin Bureau. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est ça la vérité? Oui, si j'étais un super-héros, je serais premier degré man. Bref, comme beaucoup de créateurs, Dylan nous parle aussi beaucoup de muse. Ah non, là, ça coince. Alors, si j'étais plutôt du côté Bukowski sur le fait que l'environnement idéal est une illusion, je suis aussi sur une grosse vibe Nietzsche s'agissant du concept de muse. Nietzsche nous dit que le fait que nous associons les épiphanies à une sorte de force externe, ça tient à notre difficulté de comprendre le concept de créativité, même quand ça nous... Oui, ok, ça vous arrive. D'ailleurs, le mot inspiration, à la base, ça veut dire quand même mouvement de l'âme dû à une influence divine. Patrizia, donnons dans le Platon et disons qu'en tant que poète, vous êtes directement possédé par Dieu. Voilà, ça c'est plié. Ensuite, je vais vous faire une avance rapide sur l'entretien Dylan-Zolo, histoire de vous éviter le moment où Bob dit « J'écris mes chansons très vite. Le plus long, c'est limite de devoir les écrire physiquement sur papier. » Oui, voilà, Bob, tu es un génie, on le sait, on se sent tous personnellement attaqués parce qu'on met 10 minutes à écrire un texto. Alors, on zappe pour arriver au moment où c'est le drame. Dylan tourne complètement dark à un moment de l'interview. Je l'aime tellement. Zolo demande à Dylan ce qui le distingue en tant que poète et il répond, je cite,
Les poètes, ils ne conduisent pas de voiture, ils ne vont pas au supermarché, les poètes ne vivent pas les poubelles, les poètes ne parlent même pas au téléphone, les poètes ne parlent à personne. Bon, déjà, les gars, appelez-moi Rimbaud. Les poètes, il poursuit, les poètes écoutent. Les poètes écoutent beaucoup et souvent ils ne savent pas qu'ils sont des poètes. Là, il fait une pause et il ajoute, pause dramatique. Et puis, les poètes, ils meurent fauchés ou noyés dans un lac. Voilà, alors, quelle est la conclusion ? Je pense qu'on peut en tirer une leçon. je vous la donne. Question rhétorique. La créativité n'est pas un talent, c'est une façon d'opérer en fait. À chaque instant, notre cerveau crée des associations et la créativité, ça se passe quand le cerveau associe X à un inattendu Y. Ou alors, la conclusion, si je comprends bien, Patrice, si je veux vous ressembler, c'est que je dois aligner mes feutres en camailleux et écrire mes chroniques près d'un point d'eau. Peut-être. Oui, essayons. Avec la fin qu'on connaît, donc. Ça ne dérange personne, hein, que je menace un suicide au nom de la créativité. Pas grave. Merci Inès. C'est terminé ? Oui, merci beaucoup. Définitivement. Merci beaucoup. Restez telle que vous êtes, Inès. On vous adore comme vous êtes. Merci. C'est très, très bien. Merci. Mais quel compliment. Oui. Non mais l'icône Padriz, c'est sur mon CV. Franchement, c'est... Voilà. Vous pouvez le retrouver en ligne. J'ai fait les bar mitzvahs. Invitez-moi. La créativité, l'inspiration, est-ce que ça passe aussi, est-ce que c'est peut-être le résultat de périodes un petit peu de désespoir ? Alors le mot est peut-être un peu fort, mais est-ce que ce sont les périodes un peu compliquées de la vie, ces périodes un peu sombres et moins lumineuses qui vont donner naissance à des œuvres ? Ça dépend, pas forcément. Le bonheur aussi peut donner des sens. Évidemment. Tout, la vie, ce que vous voyez, ce que vous ressentez, ce que vous entendez, tout, la vibration de la vie. Alors, tous ceux qui vous diront qu'il faut être dépressif pour écrire des poèmes, moi je ne les crois pas, ceux-là. Hein. Mais ce qu'elle disait, on ne sait pas qu'on est poète, on ne le sait pas. Et puis on a du mal à dire « je suis poète ». Moi, jamais je ne dirais « je suis poète » quand je vois tout ce qui... C'est comme l'humilité, ça ne se décrète pas en fait. Ça ne se décrète pas. C'est les autres, à un moment donné, qui peut-être vous font. Je pense à Duan Teramuro qui, quand je dis ça, parce que Duan Teramuro qui n'a jamais édité un recueil de poèmes, ou oui, on libracholo, comme on dit, hein, mais c'est la communauté qui l'a hissé au rang de poète. Voilà, donc ça ne se passe pas toujours comme on voudrait. Alors, Padriz, on peut dire que vous êtes un être assez lumineux, comme moi d'ailleurs. Merci. Mais est-ce que forcément on a tous un côté un peu plus sombre, hein, on n'a pas qu'un côté lumineux. Est-ce que le côté sombre de Patrizia Gataje, ce côté peut-être parfois mélancolique, il s'exprime aussi dans votre admiration, dans votre admiration pour Pier Paolo Pasolini ? Certainement. Poète italien, cinéaste. Oui, parce que je vous en ai parlé aussi et que j'aime beaucoup Pasolini. Hyper sombre, Pasolini. Hyper sombre, mais j'ai adoré sa poésie, mais aussi ses romans. Ces romans qui nous plongent dans cette Rome des quartiers populaires. Voilà, donc un auteur que j'aime. Mais bon, après Pasolini aussi, il était complètement écorché vif. Hein, voilà, d'ailleurs, on a vu comment il a fini aussi. Hein. J'espère qu'on ne va pas tous finir comme ça, les créateurs. Comme ça, franchement, ce serait... Voilà. Et enfin, une question pour nous, hein, qui va sans doute nous servir pour notre développement personnel, Inès Moratti. J'ai questionné pas mal de personnes qui vous connaissent bien, des proches de Patrizia Gataje, et sans vous cirer les pompes, hein, vraiment, le mot qui revient à votre propos, c'est l'humanisme. On dit, voilà, Patrizia, c'est une humaniste. Alors, moi, je voudrais savoir d'où vient cette bienveillance, si elle a toujours été en vous, ou si c'est au fil des années que vous l'avez cultivée. Et voilà, et surtout, donnez-nous des conseils pour nous aussi, pour qu'on devienne humaniste. Merci à tous ceux qui me trouvent humaniste. Non, mais je pense que ça vient, si c'est vrai, si c'est le cas. Je pense que oui, hein, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup les gens, j'aime beaucoup le contact, et j'aime l'autre. Je pense être altruiste et même égoïste. Hein. Il faut un peu. Hein. Oui, il faut un peu. Non, mais je pense que ça vient du fait que j'ai vécu dans une grande famille, déjà au départ. Et non seulement dans une grande famille, mais au village, dans une petite communauté qui était ma famille.
Voilà. Et puis, je pense que ça part de là. Et du coup, j'ai toujours aimé avoir beaucoup d'amis. J'ai toujours eu beaucoup d'amis. Et ma vie aussi, à partir du moment où je me suis engagée dans cette voie du chant, etc., où nous étions de nombreux chanteurs, les Tiamadialesi, Cantao Boulougours, on était toujours tous ensemble. Donc on vivait tous ensemble, on a fait un chemin ensemble, un chemin militant en plus. Donc ça, c'est important parce que ça crée aussi des liens. Et je crois que de là, tout ça alimenté un petit comme peu, je voulais voilà, sauver le monde, voilà, c'est resté. Je veux encore sauver le monde et j'essaye de le faire du mieux que je peux, mais ça se cultive au quotidien. Au quotidien, il faut beaucoup travailler sur soi aussi. Sérène Atalamogne, vous avez choisi d'évoquer Paul Valéry, cher à Padri Ziagatadjega. Oui, parce que vous venez de terminer une œuvre sur Paul Valéry à partir de ses poèmes. Donc une adaptation musicale des poèmes de Valéry, avec traduction de Diago Moudière. Adaptation de Diago Moudière. Plutôt une adaptation, et même je dirais plus qu'une adaptation. Une inspiration à partir d'eux. Voilà, tout à fait. Voilà, c'est une production qui verra le jour, je pense, en 2019. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec Diago, comme d'habitude, et aussi avec mon compagnon de route depuis des années en musique, c'est Jean-Bernard Rangigogne. Et cette fois, nous avons travaillé de façon particulière parce qu'on est parti vraiment d'improvisation. Et ça, c'est devenu vraiment des co-compositions avec ses arrangements à lui. Sérène. Alors du coup, vous nous avez présenté en octobre à Corté cette œuvre et dans des journées qui traitaient de Paul Valéry, la Méditerranée et la Corse. Alors ça m'a donné envie de m'interroger sur la Méditerranée. Paul Valéry et la Méditerranée, on le sait, la Méditerranée, la présence de la mer. Quelques vers d'un de ses poèmes les plus connus, Le cimetière marin. Donc il parle de la mer. Quel pur travail de fins éclairs consume, main diamante d'imperceptible écume, et quelle paix semble se concevoir, quand sur l'abîme un soleil se repose, ouvrage pur d'une éternelle cause, le temps scintille et le songe est savoir. Donc là, il parle de la mer, c'est vrai qu'on peut voir, on peut sentir la mer. Il y a une sensualité dans la poésie de Paul Valéry. C'est d'ailleurs ce que Diago Moudière disait en octobre lors de sa présentation. Alors, qu'est-ce qu'il disait à propos de Paul Valéry ? Il nous apprend à être attentifs aux sensations qui nous viennent du monde, à la sensualité, à la lumière. Donc, en fait, est-ce que ça nous fait nous interroger aussi peut-être sur la Méditerranée ? Est-ce que la Méditerranée, c'est pas aussi ça, cet appel au sens, un son, la lumière, qu'est-ce que... Tout l'histoire, c'est-à-dire que quand on regarde notre mer, on a des tas de sensations, mais on a aussi une mémoire de la mer. Et c'est la Méditerranée, c'est ça. Il y a une mémoire de la mer, et aujourd'hui, cette mémoire de la mer, elle est quand même assez violente en Méditerranée, il ne faut pas l'oublier non plus. Alors Et pour conclure, Sérène. Alors je conclus. La traduction de Charme, donc c'est le recueil s'intitule Charme, c'est Carmini. Pourquoi ? Carmini, parce que c'est Diago qui a eu l'idée à partir de Carmen, Carmen qui veut dire à la fois le charme, le charme dans tous les sens du terme, l'attrait, mais aussi ce charme un peu magique. Voilà. La magie donc qui est aussi présente dans cette œuvre. Ah, je pense qu'il y a beaucoup de magie là. Merci Sérène. D'ailleurs, vous n'êtes pas venu les mains vides, Padri Ziagatadjega. Un extrait d'une de ces adaptations qui sortira en 2019. Donc c'est une totale exclusivité ici dans Popcorn et Mauvaise. Là-bas, on écoute ce délicieux morceau. Moi j'aime beaucoup. Oui, je fais l'abeille là. Ah, pop rock. Ouais, musique de film un peu, hein ? Ouais, il y a une espèce de mélange entre
Voilà, inspiration, musique de film, pop, rock. Merci. Même un peu jazzy des fois. Pour ce beau cadeau. C'était une exclusivité. Nous vous retrouvons, Marcel Petriccioli, California Dreamin'. C'est votre coup de cœur. On reste dans le pop rock, hein, avec cette VD d'Epléol Bagieux. Alors, tout simplement, c'est une biographie. C'est la biographie d'Hélène Cohen, plus connue sous le nom de Cass Elliot. Vous voyez toujours pas? Si je vous dis Mama Cass, Mamas and Papas, c'était une des chanteuses des Mamas and Papas. Donc voilà, on va suivre son parcours familial, on va suivre jusqu'à son émancipation, ses premières galères musicales. On va découvrir une femme qui est drôle, qui est péchue, qui est optimiste, qui est un petit peu paumée. Ça nous parlait de ses problèmes de surpoids. Ben, sachez qu'elle avait une voix superbe. Alors on voulait bien qu'elle enregistre, mais pas qu'elle aille sur scène. À côté de Michel, donc l'autre chanteuse des Mamas and Papas, qui, entre guillemets, était plus jolie, je dis bien des guillemets. Voilà, c'est une super bio. On va vraiment découvrir une femme, mais très, très attachante. Alors, c'est les années 60, donc bien sûr, sex, drug and rock'n'roll, hein, obligé. Ça va aller jusqu'à la création de la fameuse chanson California Dreaming. Voilà, on va pas s'attarder sur les causes de son décès. Elle est décédée trop vite, à une trentaine d'années. Décédée en 73. Donc voilà, c'est une immense chanteuse. Je trouve que Pénélope Bagieux lui rend vraiment un très très bel hommage. C'est du noir et blanc. Son trait est un petit peu plus dur que d'habitude. Mais franchement, c'est une bio absolument lumineuse. Et on ne connaissait pas forcément cette grande chanteuse. On va rester dans le rock, toujours, avec un titre. Hein. Le rock est mort, vive le rock. Alors là, en fait, les deux auteurs sont aperçus que tous nos vieilles stars sont en train de remonter sur scène, de faire des disques, des tournées. Alors, ils ont tout simplement voulu faire un petit bilan de santé, de ce qu'il en était, de tous ces vieilles rockstars. Alors, ils ont fait ça sous la forme de petits portraits, pardon. Et surtout, ils ont fait ça sous une forme... Ils ont mis dans des... Comment dire? Ils ont fait des petites cases, voilà. Il va y avoir le portrait des Déglingos, par exemple. Le portrait du rock, c'est bien, ça conserve. Voilà. Il y aura l'état de santé, il y aura le disroïmètre, qu'est-ce qu'ils ont fait, quelles sont leurs phrases. Il y aura la chanson Doudou à écouter en cas de décès. Donc voilà, c'est très ironique, c'est en même temps très tendre. Et puis pour finir, je vais rester, on va retourner avec les poètes, avec ce livre qui est sorti au mois d'octobre. C'est le dernier livre de Léonard Cohen. Donc c'est un recueil de ses poésies qui n'avaient jamais été éditées, de ses notes de carnet. Il écrivait énormément, Léonard Cohen. Et jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour, il a choisi lui-même les morceaux de ses carnets qui devaient figurer dans ce livre. Il y a aussi des dessins. Voilà, on retrouve tout l'univers de Léonard Cohen. C'est absolument fabuleux. Et je voulais en parler aussi pour dire aux moins de 25 ans, non, ce n'est pas Jeff Buckley qui a écrit Alléluia, c'est bien Léonard Cohen. Et Jeff Buckley, en revanche, il est mort dans le lac. Exactement. Voilà. Pour revenir à la comédie. Merci Marcel Petriccioli. Hyper vite, nous retrouvons ce délicieux moment décalé en moins de 3 minutes, Inès Morat. Bien sûr. Vous pouvez le faire. Bon, alors, non, mais bon. Alors, Patrice, dans mon cerveau, un fait. Dans votre One Woman Show by Air, vous étiez hôtesse de l'air. Dans l'Aquator Beat, vous étiez maire d'une commune rurale. Du coup, je me suis dit, moi aussi, je peux écrire ce que je veux être. Et qu'est-ce que je veux être? YouTubeuse. Non, beauty guru, exactement. Ah ouais, je sais, c'est pas top, c'est le genre de filles qui vous attendent devant le portail de l'enfer, mais c'est mon truc. Donc Patricia, ce soir, on va faire une collab. Ce soir, vous êtes Patty G. Alors, je regarde quelle caméra? Ok, c'est celle-là. Coucou les filles. Patty, dites bonjour, on est censé faire semblant d'être amis pour leur vendre des trucs, on a déjà perdu 3 sponsors. Bonjour. Ok, alors, conseil beauté, avant de choisir votre maquillage, il faut penser à votre tenue. Quel est le projet, quel est le message? Alors moi, par exemple, je porte souvent du noir, mais j'accessoirise avec du cuir pour dédramatiser. Ça fait genre, je vais à tes funérailles, mais j'ai une soirée SM après. Est-ce que c'est pas ce que Christina voulait dire quand elle disait dédramatiser vos tenues? Bon, de toute façon, vous ne pourrez pas comprendre, hein, c'est éditorial, c'est pointu, je porte déjà l'année prochaine. Ensuite, indispensable dans votre routine beauté, ceci. Patty G, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un anti-cerne. Tout à fait. Ça sert à cacher les cernes, mais aussi vos péchés. Parce que, par exemple, vous sortez d'un after un peu défait, boum, personne ne le saura et personne ne doit jamais le savoir. Ensuite, on passe aux yeux. Très important. Je peux pas vous mettre yeux. la pression. Patty, très important, c'est le miroir de l'âme. Sauf que j'ai pas d'âme. Donc, toute la lumière que j'ai pas dans les yeux, on force sur les paillettes. Du coup aussi, les sourcils cette saison, les filles, le sourcil est méprisant. Celui-ci doit dire qui me parle et celui-ci doit répondre j'ai pas le temps, passez par mon agent. Ensuite le rouge à lèvres, Le rouge à lèvres, à votre avis, on le choisit comment? Avec la marque. Bon,
on le choisit longue tenue, hein, parce que dans la vie, c'est vrai, des fois on mange, c'est pas vrai. On sourit. Alors non, je plaisante, hein, dans la mode, on ne sourit pas. L'émotion, c'est surfait, c'est vintage. Voilà, donc je pense qu'on n'a plus le temps. Donc les filles, je vais quand même dire que je suis pas tant déconnectée que ça. Hein, c'est bien, le maquillage, tout ça. Je sais qu'il y a des problèmes dans le monde. Le truc, c'est qu'on peut en régler qu'un à la fois. Et on va commencer par vos cheveux. Merci Inès M. Patty G, c'est pas mal. Patty G, c'est pas mal hein, pour Inès le prochain. M et Patty G. Ouais, un petit duo. Hein. Vous pouvez lancer un incroyable duo. Vous avez envie de remonter sur scène pour rejouer cette. Oui. Moi, j'ai tout le temps envie d'être sur scène pour le théâtre, pour la musique. J'aime bien le contact. Et puis le théâtre, c'est rigolo. Enfin, moi, j'aime bien les one-woman shows un peu drôle. Vous êtes éclaté avec le test de l'air, c'est un mourir de rire. Moi, je vous ai vu au Logo Théâtral, c'était excellent. Et puis, je me suis éclatée aussi parce que sur le Aquadorbida, j'ai invité Serena Talamogne qui est journaliste, qui me fait une interview. Merci infiniment, Padrice Agata-Djega, d'avoir accepté cette invitation. Je n'étais pas seule, vous l'aviez remarqué, il y avait mes 3 chroniqueurs, Inès Moratti, Serena Talamogne et Marcel Petriccioli. Merci à vous 3. Bonne azar à tous, Inanta France 3 courte, Siga Via Stel, et après tout.